Voilà. Il vous suffit de cliquer sur «J'ai compris», pour ceux qui pratiquent souvent Zoom, vous savez. Voilà, donc c'est parti, Super. l'enregistrement est lancé. Donc, Je comme crois, tu en le fait. disais, Bon, c'est bon, c'est parti. c'est bon? C'est bon. Comme tu le disais, en fait, justement, cette conférence, fait suite à une première conférence. On va faire un petit résumé. Est-ce que ceux qui étaient là avant souhaiteraient peut-être, nous dire quelques mots par rapport à cette première conférence? Ou l'écrire s'ils Ou veulent pas l'écrire? s'exprimer, en public, mais les 4 ou 5 qui étaient là dans la première conférence ou dans les précédentes, veulent-ils, juste donner une phrase, un mot de ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont eu, comme information qui vraiment, a répondu à ce qu'ils attendaient ou voilà, ce qui leur vient de ce qu'ils ont pu retenir de cette première conférence? Alors l'objectif pour nous, de toute manière, dans ces séries de conférences avec Magali, c'est de pouvoir reprendre un petit peu un fil, conducteur que l'on a, dans notre travail, dans notre clinique, finalement au cabinet, que l'on œuvre aussi, en faisant des conférences depuis, moult années. On s'est dit: «On va reprendre le fil ensemble, durant cette année et proposer des conférences gratuites pour tout le monde, aussi interactives», parce que c'est ça qui est agréable, c'est, de pouvoir prendre le temps avec, chacun et chacune, d'essayer de répondre au mieux à vos questions, comme tu l'as posé Magali, d'essayer de faire un peu du sur-mesure, c'est ce qu'on aime, donc c'est aussi l'occasion d'en profiter et finalement, bah, cette première conférence, elle reprend le b.a-ba, c'est-à-dire, eh bien, on s'interroge sur, ce profil, sur une hypothèse d'un fonctionnement HPI et du questionnement à la reconnaissance, eh bien, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était vraiment l'objet de notre première conférence. On a pas mal débordé d'ailleurs dans cette conférence. Je crois qu'on a beaucoup donné d'informations. Et aujourd'hui, cette conférence, ben, se veut faire suite à ça, à la première, avec le bon. On part du principe que, on a passé le test, qu'effectivement ce profil HPI, est pas forcément intégré, mais en tout cas, on l'a découvert et on l'a testé et qu'est-ce qu'on fait? Comment on chemine avec? Et je dirais même si on n'a pas encore passé le test, vous allez obtenir des réponses de tout ce qui se passe quand on est un adulte et qu'on se découvre à haut potentiel, même si on n'a pas encore validé. Qu'est-ce qui se passe dans notre vécu? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes? Quelles sont les questions qui viennent et quelles sont les solutions que l'on trouve pour avancer avec ça? Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin, Emmanuel, je propose qu'on fasse une rapide présentation parce que plusieurs de nos invités nous connaissent, mais peut-être pas tous. Alors, tu veux commencer ou je sais que tu aimes pas, mais il faut. Voilà, je peux te laisser commencer avec plaisir. OK. Alors donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Magali Barcelot, donc à Montpellier, dans le sud de la France et je suis donc gestalt thérapeute et je suis également consultante formatrice en qualité relationnelle. J'interviens en entreprise depuis très longtemps. J'accompagne, depuis, bientôt 25 ans, donc des adultes et des adolescents en gestalt thérapie. La gestalt, c'est une méthode de psychothérapie, c'est un courant de psychothérapie. C'est plus qu'un courant pour moi, c'est un état d'esprit, hein, la gestalt thérapie, une façon de penser le monde et la relation. C'est un courant de psychothérapie humaniste qui est vraiment centré sur la qualité du contact, la qualité de la relation, la façon dont nous sommes en contact, parce qu'on considère que c'est vraiment là que tout se passe dans notre évolution. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de la gestalt thérapie. En tout cas, c'est ma casquette première. J'ai donc toujours évolué dans le milieu de la communication et de la qualité relationnelle. Et aujourd'hui, je suis spécialisée depuis un peu plus de 8 ans dans l'accompagnement des profils à haut potentiel, puisque c'est arrivé dans ma vie comme ça a pu être le cas pour vous il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et tout ça m'a conduit à me rendre compte que, eh bien, en fait, dans ma clientèle, j'avais beaucoup de personnes qui correspondaient à ce profil. Donc, j'ai eu envie de les accompagner, puisque moi, j'ai eu aussi besoin d'un accompagnement supplémentaire, malgré le parcours que j'avais déjà fait, pour accueillir cette nouveauté-là dans ma vie. Et je me suis spécialisée pour accompagner les autres, parce que j'ai bien compris à quel point, parfois, on peut passer à côté de cet élément et que c'est précieux dans un accompagnement thérapeutique. Alors, je ne dis pas que tout le monde soit HPI, mais
quand on rencontre des personnes qui ont ce profil, ben forcément, c'est un véritable levier pour avancer dans son évolution à la fois personnelle, professionnelle, relationnelle, en fait, dans toutes ces sphères de vie. Voilà, donc mon parcours, c'est ça. J'ai 58 ans, je suis mariée, j'ai une fille et des beaux enfants et qui sont beaux aussi. Et donc, je partage mon temps entre l'accompagnement individuel, l'accompagnement en groupe, donc j'anime des groupes en ligne et c'est tout récent puisque auparavant c'était en présentiel et j'ai transformé ça, donc j'ai lancé des groupes en ligne. J'anime des conférences, tout comme Emmanuel, dans différents organismes. Nous avons eu l'occasion d'intervenir dans des congrès comme celui que notre congrès fétiche, qui est le congrès d'Ouance, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, créé par Nathalie Asten, qui est programmé chaque année à l'automne. Que vous dire de plus? Eh bien qu'on est passionné par notre sujet, mais ça je crois que vous allez le voir et certains le savent déjà, et que nous avons eu l'occasion, Emmanuel et moi, de travailler souvent ensemble et on aime travailler ensemble parce qu'on est très complémentaires de par nos formations. Et donc nous avons décidé aussi l'année dernière de lancer une formation qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement des profils à haut potentiel, parce que accompagner ces profils, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas faire ça juste parce qu'on est concerné, il faut aussi apprendre, même si on est professionnel de l'accompagnement, il faut apprendre à accompagner ce type de profil. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. Donc Emmanuel, je vais te passer la parole pour te présenter à ton tour. Ok, merci Magali. Oui, finalement, j'ai envie de rebondir directement sur ce que tu as posé, c'est-à-dire cette formation, cette complémentarité qu'on a ensemble avec Magali depuis des années de faire des conférences. Et cette formation pour les professionnels, c'est ce que tu poses, mais c'est vrai que pour nous deux, c'est aussi bien plus, c'est transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et puis, comme vous le verrez au fur et à mesure de ces conférences, finalement, il y a aussi une vraie générosité qui est là, je crois qu'il nous caractérise toutes les deux et qui fait que dans cette formation, il y a quelque chose on essaye d'être le plus complet possible quoi, pour les professionnels. Donc, Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue développementaliste. C'est une discipline qui déjà n'est pas très connue dans la psychologie, qui consiste à étudier toutes les phases de changement de vie, de l'âge fœtal jusqu'à la mort. Ce qui est intéressant avec cette discipline, c'est qu'il n'y a pas d'obédience théorique. Et ça, j'aime. Donc, il y a quelque chose de très intégratif. C'est le mot un peu à la mode chez les psys. Donc, on pourrait dire que je suis un peu intégrative. Ça permet d'évoquer des choses. Et c'est un peu comme Obélix, en fait, quand j'ai commencé mon cabinet, pouf, il y a quelqu'un qui est tombé dans la soupe comme ça, et c'était un HPI. Et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler en fait avec la population HPI, parce que ce premier patient, je me suis dit, ouh là là, vite, il faut que j'aille retourner dans mes cours que j'ai eu à l'université sur la HPI. Je me suis rendu compte qu'en tout et pour tout, je n'ai eu que 4 heures de cours, ce qui n'était pas grand-chose pour prendre en charge en fait cette population. Donc, ce qui m'a amené, à me spécialiser, à apprendre, à comprendre. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette population, tout comme tu le poses, Magali. Et cette population HPI, en plus de ce plaisir de travailler au cabinet et au-delà aussi dans les associations avec ces personnes, que ce soit aussi par biais de conférences, ça a été aussi pour moi l'occasion de vraies réflexions profondes parce que c'est des personnes qui, par leur fonctionnement finalement, viennent révéler des phénomènes sociaux aussi assez intéressants, exacerbants. Donc pour moi, ça a été très intéressant aussi là-dessus. Et puis, il y a 3 ans, pour moi, ça a été juste impossible de faire sans ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au niveau de la planète, avec ce bouleversement climatique, et pas que d'ailleurs, qui est systémique. Et du coup, j'ai rencontré l'écopsychologie. Donc, je me suis formée, je suis à mon tour écopsychologue. Et j'ai aussi, du coup, tout un pan d'activité qui va là-dedans, en plus d'être psychologue. Donc, voilà, cette année, j'organise un sommet d'écopsychologie avec mon confrère Johan Sejar, avec qui on a fondé l'AFECOP, l'association francophone d'écopsychologie, qui promeut l'écopsychologie un petit peu partout dans la francophonie, Canada, Belgique, Suisse, tout ça. Donc, c'est très chouette, ça m'éclate beaucoup. Et puis, forcément, il y a des ponts avec la HPI. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si on n'en a pas dit assez, vous dites. Hein. Voilà pour les présentations. Donc, eh bien, écoutez, comment commencer? Si celles ou ceux qui sont venus
lors des conférences précédentes, ont envie de parler de ce qu'on a abordé au départ, n'hésitez pas, je le rappelle, dans le chat ou en direct, vous levez la main, hein, vous savez utiliser les outils, les réactions avec Zoom dans la petite barre en bas. Alors, pour ce que nous avons évoqué les fois précédentes, bien évidemment, on a parlé de comment on arrive jusqu'à ce sujet-là. Comment est-ce que ce sujet arrive dans nos vies? Et pour bien évidemment un grand nombre d'entre nous, c'est souvent par les enfants autour de nous que nous apprenons que ce sujet existe, hein. Ça a été mon cas et c'est le cas de nombreuses personnes, bien que ça ait tendance à changer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était essentiellement par le biais des enfants qu'on apprenait que, tiens, un enfant est identifié HPI parce que dans sa classe, on nous a alertés, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et donc on découvre que. Et donc, on s'interroge sur le sujet, puis on comprend à un moment donné que si nos enfants ont ce profil, eh bien, les parents peuvent être concernés aussi, les deux parents ou l'un des deux. Donc forcément, c'est comme ça qu'on arrive en général à l'apprendre. Mais il y a quelques années, on disait, je crois que c'était 97 ou 98%, une étude américaine avait montré que c'était ça, le principal canal de découverte du sujet. Mais aujourd'hui, je pense que ça a changé parce que c'est tellement médiatisé qu'on peut l'apprendre de différentes façons. On peut l'apprendre par des émissions, par des congrès, par le boulot, par toutes les personnes qui en parlent de part et d'autre, les magazines, etc. Et c'est tant mieux puisqu'on en parle beaucoup plus. Donc, on peut l'apprendre de toutes ces façons. On peut l'apprendre dans le milieu du travail parce que quelqu'un vous fait passer un test ou lors d'un entretien annuel vous dit mais vous n'auriez pas ceci ou cela. On peut l'apprendre par un professionnel de santé qui est habitué au sujet et qui va dire mais peut-être vous devriez vous renseigner, il me semble que, etc. Donc, on peut l'apprendre de toutes ces façons-là, mais je dirais qu'en général, c'est assez brutal. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent avec « Oh là, on m'a dit ça » ou « Je découvre que » ou « Mon enfant est comme ça et je me demande si ». Donc, ce n'est pas toujours facile d'accueillir l'information. On peut l'apprendre parce qu'il y a des cas dans la famille, parce que les petits-neveux, les petits cousins, et qu'on en parle, et que ceci et que cela. Voilà, donc il y a différents canaux, c'est essentiellement par le biais des enfants, mais lorsqu'on l'apprend, on n'est pas toujours prêt à l'accueillir et on se demande ce que c'est. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui arrive dans l'enfance et puis qu'on oublie. C'est ce que j'ai cru longtemps. Je me disais, bah oui, on doit être comme ça dans l'enfance et puis après, ça se calme, quoi, hein. Après, on rentre dans le moule ou après, ça s'équilibre, etc. Non, non, non. C'est un fonctionnement, on appelle ça les enfants précoces quand ils sont enfants, mais la précocité, quand on est adulte, bien sûr, on ne va pas parler d'adulte précoce. Donc, on va parler d'adulte à haut potentiel et il n'y a pas si longtemps que ça qu'on en parle pour les adultes. Donc, partant de là, on peut se dire que oui, les enfants sont accompagnés par rapport à ça quand on le sait, parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes qui font de leur mieux pour les accompagner. Il y a encore du travail, mais il y a beaucoup de travail de fait. Mais pour les adultes, ça arrive comme ça dans votre vie et d'un coup, ça peut être comme si d'un coup, vous changiez d'identité. Certains le vivent comme ça. Je te laisse ajouter, Emmanuel, si tu veux, par rapport à cette intervention-là sur la façon dont on l'apprend. Non, non, c'est très clair et puis de toute manière, après, on peut aussi regarder la conférence qu'on a eue avant, en fait, pour Oui, pouvoir aller là-dedans. Mais ce que tu poses, c'est hyper important parce qu'effectivement, on peut l'apprendre sur tous ces médias. Mais oui. comme tu le dis, eh bien, c'est ce qui va nous conduire à aller, réfléchir, doucement, en fait, hein. C'est ce qu'on expliquait, lors de la dernière conférence, c'est que tous ces canaux vont venir émettre, soulever l'hypothèse d'un fonctionnement à haut potentiel intellectuel avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les stéréotypes, nos représentations. Et puis, comme, on le souligne, tout le temps et systématiquement toutes les 2, il va falloir prendre du temps. Il y a des gens pour qui l'hypothèse va être soulevée et tout de suite, ils vont passer le test. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont prendre le temps pour être accompagnées jusqu'à finalement se confronter à, est-ce que c'est le cas ou pas? Et surtout mieux comprendre leur fonctionnement. C'est un petit peu l'objet aujourd'hui, de cette conférence. D'accord? Et j'ai envie d'ajouter quelque chose, Emmanuel, qu'on ne dit pas souvent, on se le dit entre nous, mais on ne le dit pas souvent, je trouve, dans nos interventions, c'est que ça peut être dangereux d'aller trop vite. Ouais, tout à On voit de plus en plus de cas dans notre clinique. Franchement, moi, j'ai souvent été surprise par ce qui se passait quand les choses vont trop vite. Il y a des personnes qui veulent tout de suite savoir, elles ont le sujet, vite, donnez-moi l'adresse d'un spécialiste, je vais aller passer des tests.
parfois, c'est suffisamment mûr, mais parfois, il faut quand même un temps d'intégration avant de se prêter au test. Il y a vraiment le temps de: «Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça fait dans ma vie aujourd'hui?» Parce que je ne vais pas être un individu uniquement sous le filtre du HPI, du haut potentiel. Je vais être un individu qui a une histoire de vie, qui a un parcours, qui a son tempérament, qui a son caractère, et là-dessus va s'ajouter le caractère, le profil à haut potentiel. Donc il faut y aller vraiment doucement et pas se précipiter, parce que j'ai vu de plus en plus de cas difficiles, de cas trop précipités. Je vois que il y a des choses dans le chat, je regarde. Bon, c'est bon. Et OK. ce que tu poses, voilà, c'est effectivement important, c'est cette temporalité dont on parle souvent. Heu, Tu vois, par exemple, c'est pas plus tard que ce matin, j'ai une personne qui venait pour un test. Finalement, ça fait 2 ans qu'elle est en réflexion et il y a 2 ans, elle a rencontré une psychologue qui, au bout de 15 jours, elle lui a dit: «Bon, ben, vous, c'est obligé, vous êtes HPI» et ça l'a tellement remuée qu'elle a interrompu ce travail avec cette psychologue, en lui disant: «Non, mais enfin, vous fabulez», parce qu'une mésestime profonde d'elle-même, hein. Mais ça, on a dit on consacrerait de toute manière une conférence spécialement Oui, sur le faux self, hein, oui. parce que c'est souvent une question, donc on en fera une, ne vous inquiétez pas cette année là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est dans tout ce cheminement de prendre ce temps et puis il y a cette appropriation, c'est-à-dire en tout cas, il y a le moment de la restitution qui est important comme on l'a posé, ce moment de restitution, on va peut-être découvrir le haut potentiel, mais on va peut-être découvrir aussi autre chose que le haut potentiel intellectuel puisque, très rapidement, hein, d'accord, ce test, permet de voir, 2 gros types de profils, les profils dits hétérogènes, les profils dits homogènes. Autrement dit, les profils hétérogènes, c'est-à-dire que sur la courbe gaussienne, quand on va passer les 4 gros tests pour, la WISE-4, on va avoir, ces 4 indices qui vont se retrouver, par exemple, pour quelqu'un qui a un profil normal entre 90 et 110, c'est homogène. Ça veut dire que le profil cognitif est stable. Un profil hétérogène, c'est lorsqu'on va retrouver des indices qui vont aller soit un petit peu plus bas, soit un petit peu plus haut, mais l'écart qu'il va y avoir est significatif. Et là, pour normalement le psychologue qui fait passer le test, le psychologue se doit d'interpréter cette hétérogénéité, c'est-à-dire se doit de mettre en avant des hypothèses de travail pour expliquer qu'est-ce qui fait que ce profil est hétérogène. Et ça, vraiment, c'est hyper important ce que je suis en train de dire, parce que encore une fois, encore aujourd'hui, j'ai reçu un test d'un patient qui a fait un test il y a 6 ans chez un psychologue, et le profil est hyper hétérogène. Et la conclusion qu'il y a, c'est: ah oui, alors la personne est peut-être HPI, il y a une forte hétérogénéité, on ne peut pas l'interpréter. Bon, ben, lisez des 3 livres, ciao. Ok. Et ça, malheureusement, je l'ai énormément dans les bilans. Or, ben, peut-être pour tous ceux qui l'ont eu, l'hétérogénéité, elle est révélatrice de, troubles associés. Et ces troubles peuvent être multiples. Ça peut être des troubles anxio-dépressifs, ça peut être, des troubles, neurodéveloppementaux, ça peut être, voilà, des troubles de l'attention, des DIS et cetera. Et donc tout ça, c'est important parce que, il y a le fonctionnement HPI, mais il y a aussi des troubles associés et c'est tout ça finalement et c'est un petit peu ce qu'on a envie de poser avec Magali aujourd'hui. Comment cheminer avec finalement ce diagnostic de haut potentiel et de peut-être haut potentiel avec des troubles qu'on appelle de comorbidité. C'est vrai que c'est moins joli, mais en tout cas, c'est voilà, c'est ces spécificités qui sont à côté. Heu, Ça, c'est important. Voilà. Oui, tout à fait. J'avais envie d'ajouter justement en t'écoutant Emmanuel, pour tous Mmh. ceux qui ne connaissent pas encore tout le détail du sujet, qu'il est important d'aller voir un psychologue pour passer des tests et pas une autre personne qu'un psychologue, parce que seuls les psychologues sont habilités à faire passer ces tests. Donc il faut aller voir un psychologue, non seulement psychologue, mais qui en plus soit habitué et spécialiste de ce genre de tests, parce que là aussi, il y a une façon de faire passer les tests, hein. Donc, Emmanuel en dira davantage que moi là-dessus, mais je sais que j'aime travailler avec Emmanuel pour cet aspect-là des choses, parce qu'elle prend vraiment les tests de façon très pointue, avec une restitution très pointue. Et c'est important parce que quand on fait son test et qu'on se retrouve avec 2 pages, avec des chiffres et qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on est encore plus perturbé parfois que ce qu'on l'était avant. Donc ça fait du sens de savoir, ben, ce qui s'est passé pendant le test. Elle ne va pas se contenter de mettre des notes, aux réponses que vous donnerez. C'est un tout, c'est une attitude, c'est, toutes les émotions qui sont là pendant le passage de test. Il y a énormément de choses et donc
soyez vigilants, il ne faut pas aller voir n'importe qui, il ne faut pas aller voir quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Donc pour ça, il y a des associations nationales qui vous donnent des adresses. Nous, on travaille beaucoup avec la FEP. Ouais. Mmh. Donc si vous voulez des contacts, vous pouvez leur en demander et puis il faut demander, au réseau. Il y a toujours de bonnes adresses, mais en tout cas, voilà, ne pas aller voir quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'est pas suffisamment spécialisé. Qu'ajouter là-dessus? Non, mais en fait, ce que tu dis est très juste, et effectivement, en fait, c'est pas que je fais passer le test différemment des autres psychologues, hein. C'est un test, il est scientifique, donc il se fait passer de la même manière chez tout le monde. Mmh. C'est juste que derrière, on a aussi tout un aspect qualitatif, c'est-à-dire la manière dont la personne va investir les stratégies, va investir le test, donc c'est aussi tout ça qu'on regarde. Maintenant, ce qui est intéressant, parce que je lisais un petit peu dans le chat, 2-3 petites choses, c'est que là, on parlait, donc on fait un résumé un peu de ce qu'il y avait avant, Oui. où il y a toute une période de doute et de questionnement, mais et c'est ça qui me semble important aussi de souligner, c'est que beaucoup de personnes, malgré une belle restitution, en tout cas, j'essaye de donner mon maximum pour moi, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres psychologues, vont continuer à nourrir, en fait, parfois, du doute. Alors, non pas sur la véracité, finalement, des résultats qui sont posés, mais comme si pour eux, il était aussi difficile d'intégrer ce fonctionnement HPI. Donc, il y a aussi tout un accompagnement parfois, hein, de comment s'approprier ce fonctionnement dans sa vie, comment oser finalement observer quelles sont les différences entre soi et peut-être les autres, et qu'est-ce que ces différences ont généré à l'intérieur de soi ou génèrent à l'intérieur de soi. Que ce soit sur le plan des émotions, mais surtout aussi sur le plan de la communication et sur le plan relationnel à l'autre. Et Mmh. ça, c'est vraiment tout un cheminement, c'est-à-dire que l'appropriation du fonctionnement du haut potentiel intellectuel et ou des troubles associés, c'est comprendre ce qui se passe dans sa structure cognitive, ce qui va faire que du coup, on va raisonner différemment. Mais c'est aussi apprendre, et tu pourras le développer, je pense, beaucoup plus que moi, Magali, mais c'est vraiment aussi comprendre que, OK, cognitivement, il y a des différences, mais quels sont aussi les points sur lesquels, en fait, on peut communiquer avec l'autre. Comment redescendre dans l'espace du cœur, hein, comment redescendre dans l'espace relationnel, d'accord? Comment redescendre dans le corps, parce que ça, c'est un des gros, gros, gros problèmes des hauts potentiels intellectuels, c'est d'être un peu dissocié du corps. Donc, ça va être tout ce cheminement-là, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel, OK, il y a une clé, mais finalement, c'est une clé de relecture de vie. Et c'est ça qui se passe aussi, en fait, après le test, après la restitution. On va relire sa vie, mais pas que son histoire, aussi sa manière d'être au monde, pour peut-être, en tout cas, c'est ça l'objectif, je crois, se sentir peut-être le mieux possible avec soi-même et avec les autres dans son environnement. Mmh mh. On peut ajouter, pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, qu'il ne faut pas oublier que c'est une réalité neurophysiologique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose qui aujourd'hui a été étudié, prouvé. Il y a énormément de littérature sur le sujet si vous voulez aller plus loin. Je dirais que ce qui est en cause, c'est à la base cette amygdale qui régule nos émotions au milieu du cerveau, qui nous permet de nous mettre en alerte et qui fait que, eh bien, dans le cerveau des hauts potentiels, cette amygdale, elle est un peu plus importante et donc elle est plus sensible. Elle provoque donc cette fameuse hypersensibilité. On va venir aux caractéristiques et aux conséquences du comportement des hauts potentiels. Mais en tout cas, à la base, c'est ça. Hein. C'est pas je le dis toujours en riant, mais c'est pas une fée qui est venue sur votre berceau à la naissance. Non, c'est une réalité neurophysiologique. Pour ça que ça se transmet en général. Et puis, on a observé dans les dernières études ces dernières années qu'il y avait aussi beaucoup de connexions neuronales plus nombreuses, plus courtes, qui provoquent cette rapidité de pensée, cette pensée en arborescence, etc. Donc, c'est OK. une réalité. Hein. Ce n'est pas un hasard, ah tiens, c'est tombé sur moi. Non. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et quand on apprend que c'est probablement notre cas, forcément, on a besoin de comprendre. Et le conseil que l'on donne toujours en priorité, c'est de commencer à s'informer par la littérature, par des conférences,
des blogs ou des réseaux sérieux, parce qu'on trouve aussi, comme dans tout sujet, un peu de tout et n'importe quoi. Donc, essayez de trouver les principales personnes qui ont écrit sur le sujet et puis suivez leur réseau pour pouvoir vraiment vous documenter. Mais ça commence par là. Donc, si vous vous posez la question, c'est que forcément, il y a des choses qui vous parlent dans la façon dont on vous a présenté les choses, dans les caractéristiques que l'on va vous rappeler là maintenant. Il y a forcément des choses qui vous parlent et s'il y en a beaucoup qui vous parlent, alors vous êtes en droit de vous dire: «Ah, quand même, ça me correspond bien, il faudrait que j'explore la question». Maintenant, personne ne peut vous dire de façon certaine en vous voyant comme ça: «Ah bah, c'est sûr, vous êtes HPI». Mais les personnes qui ont l'habitude, les professionnels qui peuvent vous accompagner vont pouvoir vous dire: «Bah, oui, ça mérite d'explorer ou pas du tout. Voilà, ça va Mmh. dépendre de où vous en êtes et ce que vous avez détecté déjà vous-même par rapport à ce que vous avez découvert. Mmh. Voilà, hein, ça me paraît important de le poser. Mmh. On a des très belles questions dans le chat. Je Oui, serais contente tout à l'heure qu'on y réponde. oui, Mais du coup, on va juste peut-être poursuivre Magali, comme tu le disais, c'est-à-dire poser OK, les caractéristiques. oui, Ça me paraît effectivement important. Dans les caractéristiques, comme Magali, tu l'as souligné, le haut potentiel intellectuel, c'est une réalité, en fait, c'est une atypie développementale. mmh, OK? Dans le sens où, quand on reprend la courbe gaussienne, donc la courbe de Gauss, vous savez, ce chameau-là ou ce boa qui a mangé un éléphant, que j'aime bien, cette métaphore du Petit Prince. Effectivement, on va retrouver donc, si on prend 100 personnes qui font passer un test, 50 sur 100 qui vont être entre 90 et 110. Puis, on va avoir ces extrêmes. À 70 et moins, on a 2 personnes sur 100, on parle de handicap mental. Et à 130 et plus, on a 2 personnes sur 100, on parle de haut potentiel intellectuel. Et l'idée, alors c'est peut-être un peu cru ce que je vais poser, mais c'est important parce que c'est ce qui permet de comprendre aussi ce haut potentiel intellectuel. C'est que, d'un point de vue cognitif, hein, je ne parle pas d'intelligence du cœur, mais sur le plan cognitif, eh bien, une personne qui a un handicap mental, ça viendrait à l'idée d'aucun éducateur ou psychologue, en tout cas moi j'ai travaillé avec le handicap, de remettre en question finalement cette forme de handicap mental dans les apprentissages, d'accord? Puisqu'il va y avoir une réelle adaptation pour pouvoir accompagner les apprentissages, s'adapter à l'autre. Eh bien, le haut potentiel, quant à lui, par contre, est souvent remis en question, comme si c'était quelque chose, comme tu l'as posé Magali, qui est là, qui n'est pas là, on ne sait pas trop, on pense que c'est une invention médiatique, on ne sait pas vraiment. Non, en fait, c'est une réalité qui est une atypie développementale au même titre que le handicap mental est une atypie développementale. Alors bien sûr, on ne parle pas de handicap, pour autant on pourrait très sincèrement parler de handicap dans le cas des hauts potentiels intellectuels. Et quelles sont les caractéristiques des hauts potentiels intellectuels? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que Magali, tu vas en évoquer pas mal là mmh, dans quelques minutes. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre conscience d'une chose, que les caractéristiques qu'on trouve dans la littérature sont souvent des caractéristiques de haut potentiel avec des troubles associés, de haut potentiel avec une hypersensibilité. Or, et ça c'est la première chose qu'on a à poser, tous les hypersensibles, c'est-à-dire qui représentent 20% de la population, ne sont pas au potentiel intellectuel. Et tous les hauts potentiels intellectuels ne sont pas hypersensibles. Okay, mais c'est normal, il y a de la confusion, une confusion qui ne vient pas de vous, une confusion qui vient de la littérature, qui vient aussi de cette médiatisation, parce que finalement, les psychologues ont un peu généralisé ce qu'il y avait dans leur cabinet et ont un peu mêlé des caractéristiques de troubles associés, que ce soit des troubles de l'attention, que ce soit cette hypersensibilité, que ce soit même aussi des troubles anxio-dépressifs, avec le haut potentiel intellectuel. Donc, c'est vrai que toutes les caractéristiques, c'est intéressant de se les poser, mais je crois que dans le fond, on doit revenir sur ces compétences cognitives qui font les hauts potentiels intellectuels. Et pour moi, c'est vraiment ça, en tout cas, que je vais axer, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on voit. Et bien, ce qu'on observe d'un point de vue cognitif, ça va être des compétences de mise en lien d'informations. Alors, tout le monde met en lien les informations en arborescence, tout le monde. OK, sauf que ce qui va faire la différence entre un potentiel et une personne qui a un fonctionnement plus normé, ça va être l'intensité et la simultanéité de connexion qui va se faire de manière très rapide. C'est cette capacité d'être dans l'hypercatégorisation. C'est-à-dire que si on dit en quoi un chien et un chat se ressemblent, la majorité des gens vont dire des animaux et peut-être que les HPI vont faire être vivants. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les catégories au-dessus.
Et pour les gens, ça va peut-être pas être une évidence qu'un chien et un chat est un être vivant, au même titre qu'une plante ou qu'un humain autre qu'animal. Donc, du coup, il va falloir faire ces liens. Ce qui va aussi faire les spécificités du haut potentiel intellectuel d'un point de vue cognitif, c'est cette capacité à extraire des règles de manière très rapide dans une situation. Et ça, c'est hyper important parce que cette capacité de généralisation, cette capacité d'extraction de règles, elle a des conséquences que Magali et moi, on entend tout le temps, à savoir, en tout cas pour les adultes en réunion de travail, eh bien, on arrive, on pose un problème, et là, le haut potentiel, il réfléchit, en 5 minutes, il trouve une sorte de solution, une sorte de récal, il l'explose, il ose, et ça fait un gros plat. Et donc, pendant 1 heure, tout le monde est en train de réfléchir, et là, on voit le haut potentiel qui est là en disant, oh là là, mais alors du coup, je me suis dit peut-être que j'avais fait une erreur, puis pendant 1 heure, il se dit, mais peut-être j'ai pas compris vraiment le problème, j'ai pas compris l'autre. Et puis au bout d'1 heure, tout le monde dit, ah, la solution, c'est ça, la même que celle qui a été proposée précédemment. Et ça vient directement de ces temps de traitement, en fait, qui ne sont pas les mêmes sur cette manière d'extraire les règles. Sur le plan cognitif, on va aussi observer une capacité logique implicite, c'est-à-dire que ce n'est pas une logique explicite, c'est-à-dire que la personne n'est pas en train de se dire oui, alors attends, il se passe ci, il se passe ça, alors j'en déduis que, mais le cerveau va faire ses traitements et donner en fait une sorte de structuration, une sorte de réponse aux informations. Ça va être aussi sur le plan cognitif une capacité de verbalisation qui est importante, ok, et qui va faire que ces personnes vont souvent poser énormément de contexte autour d'un mot. Un mot a des sens différents selon le contexte, selon voilà, la sémantique. Et du coup, on a des personnes qui, on a l'impression qu'elles digressent, alors que pas du tout. Elles essayent d'être le plus exact possible autour des différents sens possibles autour d'un mot. Okay. Sur le plan cognitif encore, on va avoir clairement eh bien, une mémoire qui va être quand même assez importante. Alors, le système attentionnel, c'est autre chose. Si on a un trouble attentionnel, ben, malheureusement, on va avoir ces difficultés qui vont se poser. Pour autant, la mémoire sera tout de même excellente et assez impressionnante. Okay, et ça, c'est tout ce qu'on peut observer. Et ce qu'on observe aussi, c'est cette hyper-adaptation qui est là. Alors, pas une hyper-adaptation sociale, mais une hyper-adaptation à l'information. Parce que le système cognitif est fait pour s'adapter à. Et ça va avoir aussi pour conséquence comportementale cet effet fameux, ce fameux effet caméléon qu'on va observer. D'accord. Et cette hyper-empathie aussi qui est là, de par les neurones miroirs dont on parlait tout à l'heure sur les effets neurobiologiques. Ça, je dirais, c'est vraiment important, c'est-à-dire des caractéristiques cognitives. Je dirais que l'empathie, c'est plus une conséquence, mais bon, on peut le nommer dans ce que tu évoques, Emmanuel. En fait, la difficulté, c'est toujours d'aller voir entre les caractéristiques et leurs conséquences. Ouais. Juste une parenthèse, je voulais répondre à ce que disait Marc. Il disait oui, on a l'impression de perdre son temps. Oui, pour suivre l'exemple que donnait Emmanuel, effectivement, quand on est dans une réunion, on peut aussi avoir l'impression que les autres prennent du temps pour dire les choses et au lieu de se dire bon, mais ils n'ont pas compris, moi je suis déjà à 10 km en avance, ben, en fait, on peut se dire avec notre cher syndrome de l'imposteur que c'est nous qui n'avons pas compris et qu'on ne comprend pas pourquoi il détaille ça, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas captées. On va se remettre en question alors qu'en fait, on a déjà fait le chemin qu'eux n'ont pas fait, mais on est capable souvent de se dire que c'est nous qui n'avons pas compris, alors qu'en fait, on a vraiment avancé. Et donc là, il y a vraiment ce sentiment de perte de temps. Le syndrome de l'imposteur, oui, c'est ça, Marc. Donc peut-être je peux reprendre les caractéristiques essentielles de base qu'on trouve dans la littérature et qu'on voit partout, et puis ensuite on va développer, et n'hésitez pas à nous dire aussi comment vous le vivez dans vos attitudes. Donc comme disait Emmanuel, il y a cette hypersensibilité, et effectivement, bon, je ne vais pas le répéter, mais il y a, je dirais, très peu de HPI qui ne sont pas hypersensibles, mais les choses ont avancé. Il y a quelques années, on disait non, tous les HPI sont hypersensibles. Aujourd'hui, on en revient parce qu'on se rend compte que non, il y en a certains qui ne sont pas touchés autant par cette hypersensibilité. Juste une petite parenthèse, parce qu'on est allé vite aussi pour ceux qui n'étaient pas là en première séance.
La terminologie est importante puisqu'on parle, vous l'avez vu, beaucoup de HPI, c'est notre jargon, on utilise surtout haut potentiel intellectuel parce que c'est le terme le plus utilisé. Certains utilisent le mot haut potentiel tout court, mais en contraction, ça fait HP, donc on n'aime pas trop. Dans notre jargon, c'est plutôt hôpital psychiatrique, donc c'est pas trop celui qu'on préfère. On peut parler des zèbres. Jeanne Siofachin qui a comparé ce profil aux zèbres parce que c'est un animal qui est quand même, qui ressort par rapport aux autres, qui est différent, qui est singulier, qui est rapide, qui aime bien se déplacer en troupeau, qui aime bien réagir, enfin qui est très très sensible et elle dit toujours que ils ont tous des rayures mais il n'y en a pas deux identiques. Donc voilà la métaphore qu'elle a trouvée qui a été vraiment très utilisée et à bon escient parce que de toute façon ce que ça a provoqué c'est que beaucoup de personnes ont plus de facilité à se dire zèbre que de dire je suis surdoué ou je suis à haut potentiel parce qu'il y a une notion de supériorité qu'on a du mal à assumer. Et donc, ça n'est pas une supériorité, enfin moi, j'aime pas parler dans ces termes-là, et ça n'est pas une mesure de l'intelligence, mais une mesure du fonctionnement de l'intelligence. C'est le fonctionnement de l'intelligence qui est particulier et qui peut donner effectivement des résultats supérieurs dans certains domaines. Donc voilà, la terminologie, ce sont les zèbres, ce sont les HPI, les phylocognitifs de Fanny Nussbaum, ce sont aussi les multipotentiels, les caméléons, les sentinelles, et j'en passe, hein, j'en oublie probablement, les hypersensibles, on les met un peu dans la même catégorie, mais comme on vient de le préciser, ça n'est pas que ça, les hypersensibles. Voilà, donc juste une parenthèse pour la terminologie. Alors les conséquences, on y reviendra, mais en tout cas les éléments de base qui font le socle de ce profil-là, c'est effectivement l'hypersensibilité, on l'a noté, donc sur le plan émotionnel, l'hyperesthésie, hein, les sens qui sont beaucoup plus développés, alors peut-être pas tous les sens, mais une partie des sens qui vont être développés, on va être beaucoup plus sensible à la lumière, beaucoup plus sensible au bruit, beaucoup plus sensible au goût, au toucher, etc. Il y a des bruits qui peuvent vous gêner, hein. Je connais des personnes qui ne supportent pas quand vous grattez le tissu de la nappe sur la table, c'est insupportable. Pour d'autres, ça va être la craie au tableau, pour d'autres, ça va être le bruit des verres, enfin, chacun va développer quelque chose, mais il y a des bruits peut-être qui vous sont, auxquels vous êtes réactif. Il y a donc cette hyperesthésie, hein, les sens qui sont développés. Alors le bruit, bien souvent, les HPI ont une intolérance au bruit, souvent quand il y en a trop. Et pourquoi? Aussi parce qu'ils sont capables, ce sont de véritables éponges, donc ils sont capables d'absorber tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est bien d'en être capable, mais ça n'enlève pas le fait que ça leur demande beaucoup d'énergie. Et ça devient parfois problématique. Donc, il faut arriver à mesurer ce qui est très sensible chez vous, ce qui va être davantage développé, ce qui va vous toucher un peu plus, ce qui va vous fatiguer davantage. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est les odeurs aussi? Il y a des personnes qui sont très sensibles aux odeurs et qui, selon les odeurs, ne peuvent pas supporter ou si les odeurs sont trop fortes. Enfin, voilà, à vous de voir comment vous êtes concerné ou pas. Donc, il y a l'hyperesthésie. Quoi d'autre? La mémoire, tu l'as évoqué, Emmanuel, cette mémoire qui est vraiment assez impressionnante bien souvent. Et je note que beaucoup n'ont pas conscience de leur capacité mémorielle. Beaucoup se disent ouais, moi, la mémoire, non, pas trop. Puis en fait, on se rend compte en pratique que si, ces personnes-là ont une grande mémoire, mais ils n'ont pas cette capacité à s'attribuer cette mémoire-là parce que pour eux, c'est normal. Donc, ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de très fort chez eux. Donc, la mémoire, l'arborescence de la pensée, hein, qui rejoint ce que disait Emmanuel aussi, parce qu'une idée en entraîne une autre et parce que quand on est capable de faire des associations très rapidement entre les choses, forcément, ça va super vite. Hein, ce qui fait que, bien sûr, on développe une grande créativité. On peut développer des talents autour de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très présent, cette arborescence de la pensée, et plus ou moins selon les uns et les autres, mais je donne toujours l'exemple de quand on est en train de faire quelque chose et qu'on est dans une pièce de la maison, qu'on se retrouve dans une autre parce qu'un objet nous a conduit dans la pièce et puis finalement, on a trouvé autre chose à y faire, etc. Puis on oublie ce qu'on avait entrepris au départ. Donc ça, c'est très classique. Donc voilà, l'arborescence de la pensée, c'est vraiment… Bon, bref, tout ça, vous l'avez déjà dit. Pardon? Pardon?
J'ai pas entendu. Non, ça devait être un micro, D'accord, Magdalene, OK. qui n'était pas D'accord. fermé, je pense. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué comme point? Le perfectionnisme qui est très présent parce que il y a une hyperlucidité. L'hyperlucidité, c'est vraiment la capacité à voir les situations de façon globale et détaillée. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise ces profils-là. Voir une situation dans son ensemble, d'être capable d'en faire une synthèse, d'avoir tous les éléments, là où d'autres vont voir ça, eh ben, les HPI vont voir tout ça, et d'être capable aussi de voir les détails que tout le monde ne voit pas et qui vont leur permettre ben, justement de faire des associations, des déductions, etc. Et ils ne sont pas toujours capables de mesurer pourquoi ils ont compris un système, pourquoi ils ont analysé une situation, mais c'est souvent parce que ben, ils ont cette capacité-là d'observation et cette hyper lucidité. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont, je dirais, les principales caractéristiques, mais ces caractéristiques, elles ont des conséquences. Hein. Donc, on peut parler des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences? On a parlé de l'empathie. Hein, ce sont des personnes qui sont très curieuses parce qu'elles sont avides de sens, mais elles sont aussi avides d'informations. Elles veulent apprendre, elles veulent comprendre, elles ont envie de faire plusieurs choses. Une vie n'est pas suffisante pour la plupart d'entre elles. Quand on en parle, une vie ne suffit pas pour faire tout ce qu'on a envie de faire, quand on a cette façon de penser. On aimerait tout essayer. On va faire quelque chose à fond, mais avant même de l'avoir terminé, il faut déjà qu'on sache ce qu'on va faire après. Il n'y a pas de vide possible et on a tendance à faire beaucoup de choses, à avoir plusieurs actions en même temps. Et au final, on peut s'épuiser. L'épuisement, c'est souvent quelque chose qui est une des raisons de consultation. J'en sais quelque chose en étant spécialiste du burn-out, surtout chez les HPI. Ouais. Oui, dans les conséquences que tu as posées, Magali, elles sont celles-ci en effet. Je reprends les conséquences de l'hyper-empathie, due à ces fameux neurones miroirs vous irez voir sur internet chez Risolati, qui a fait des magnifiques études donc, sur les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on voit quelqu'un faire une action, qu'on s'imagine soi-même faire une action, on va activer les mêmes zones cérébrales que si pour de vrai, en fait, on faisait cette action. Or, les conséquences, elles sont importantes puisque activer ces zones cérébrales, ça veut dire activer toute la chaîne neurochimique qui va avec. Donc, si je vois quelqu'un qui a mal, eh bien, en fait, je vais activer ça à l'intérieur de moi et du coup, je vais avoir mal. Si je vois quelqu'un qui est dans le stress, eh bien, en fait, je vais aller me faire un petit shoot d'adrénaline et de cortisol. Si je vois quelqu'un qui est dans le rire, eh bien, je vais aller mettre tout l'ocytocine et puis la sérotonine qui va avec, la dopamine dans le cas du sport. Bref, tout ça a des conséquences réelles en fait. C'est pas fantasmé, ça a un impact direct dans le corps. Je le pose parce que les HPI souvent ont du mal en fait à l'intégrer dans le corps. Et du coup, cette hyper-empathie, les conséquences sont notables. La conséquence première, c'est d'être hors de soi. Souvent, je vais faire cet exercice tout simple pour HPI, et même moi, hein, je galère à le faire, c'est se rappeler, au fait, pendant que je suis en train de parler, je respire. Quand l'autre est en train de parler, je respire dans mon corps. En fait, je ne suis pas dans l'autre, je suis avec l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est dans l'empathie, on est dans l'autre, complètement absorbé en fait par l'autre, en s'oubliant soi. Et les conséquences de s'oublier soi, ben, elles sont notables à plein de niveaux. Elles peuvent être à l'origine de failles narcissiques. Elles peuvent être aussi la conséquence de failles narcissiques. Bref, l'hyper-empathie comme conséquence, ça a aussi le côté caméléon, qui est extrêmement décrit chez beaucoup d'HPI. Alors, l'effet caméléon a des effets positifs, okay, c'est-à-dire de pouvoir aller à l'étranger, ou même pas d'ailleurs, de se retrouver dans un groupe d'amis. Par exemple, moi, je vois, j'ai des amis dans le Nord, tout d'un coup, je vais très vite reprendre l'accent ch'ti, ou je vois qu'il y avait un Normand, ben hop, allez, c'est parti, on va reprendre le petit accent. Et ça se fait hyper naturellement, que ce soit les attitudes corporelles, voilà, les accents. Et on va dire que ça, c'est une manière de s'intégrer, donc c'est une belle adaptabilité. Mais les conséquences négatives de cette hyper-empathie, c'est que ben, peut-être on en oublie cette identité. Alors ça, on en a des tonnes d'exemples, hein, des personnes qui arrivent en couple, qui n'aimaient peut-être pas, je ne sais pas moi, Francis Cabrel ou YouTube, et tout d'un coup se mettent à adorer ça parce que le conjoint fait découvrir qu'ils sont curieux, ils y vont.
Et puis, au moment de la séparation, sur ma main, moi, j'ai complètement oublié que j'aimais, je sais pas moi, le jazz ou l'électro, le machin, parce que je me suis fondue, en fait, dans l'autre par cette hyper-empathie, par cet effet un peu caméléon. Donc, on en oublie aussi Qui un peu on ces est. piliers fondamentaux. Mm. Mmh. Ouais. Qui on est. Je dis, on en oublie qui on est. J'ai plein d'exemples comme ça aussi qui me viennent. Ouais, on a ouais. Le plus fort qui m'a marqué dans différentes, auprès de différentes personnes, une personne qui était très très famille, pour elle le lien familial était très important, c'est une personne qui vraiment, les fêtes de famille, ça se passait dans la famille avec les parents, les frères, les sœurs, les cousins peut-être, mais en tout cas la famille proche. Et cette personne qui était dans une dépendance affective terrible a rencontré un homme qui lui par contre était coupé de toute sa famille, était fâché avec tout le monde, donc lui la famille c'était pas important. Et au bout de très, très peu de temps, cette personne-là s'est laissée prendre par la façon de penser de ce compagnon et a complètement délaissé sa famille. Mais c'était terrible parce que personne ne comprenait pourquoi cette personne, à un moment donné, changeait de comportement, n'était plus là alors que pour elle, c'était toujours très, très important, elle était toujours très attentive. Et quand elle a grandi, on va dire, avec tout ça, et qu'elle s'est rendue compte de comment elle s'était perdue quand la relation a commencé à battre de l'aile, c'était terrible pour elle de se rendre compte de ce qui lui était arrivé. Et ça a duré pratiquement 2 ans. Et pendant 2 ans, elle s'était complètement détachée de tout le monde et elle s'est rendue compte à quel point c'était un manque terrible pour elle, mais parce qu'elle s'était fondue dans le désir de l'autre, dans la façon dont l'autre fonctionnait pour être aimée par l'autre et en s'oubliant complètement. Donc ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et je te remercie parce que tu vois, cet exemple est parfait pour illustrer une des questions que j'ai vues passer. Alors, Marc, je crois, mais je ne suis pas très sûre que ce soit vous. Comment on peut faire la différence entre ce qui est de l'ordre du fonctionnement HPI et de son histoire? Eh bien, par exemple, dans l'exemple que tu viens de poser, Magali, Oui, c'est une très belle illustration. Je pourrais en donner des tonnes, mais je vais partir de celui-ci. En fait, tout n'est pas si simple. Déjà, à la base, c'est complexe. Donc ça, on y reviendra. C'est partie d'une des conséquences qui est assez chouette chez les HPI. Mais en fait, dans le cas de figure que tu viens de poser, Magali, finalement, on se rend compte qu'on a plusieurs racines causales. On a une racine causale, tu l'as nommée, Magali, qui est la dépendance affective, donc qui fait partie effectivement de l'histoire de cette personne, qui a peut-être aussi eu comme conséquence de générer aussi peut-être des failles narcissiques au passage. mmh, Et puis, il y a aussi, c'est pas exclusif, c'est inclusif, ce fonctionnement d'hyperadaptation et d'hyperempathie. mmh, Autrement dit, quand on est en thérapie et qu'on va travailler avec une personne à haut potentiel intellectuel, on ne peut pas travailler que sur un seul volet. Il va falloir accompagner la personne sur travailler ce qui se passe d'un point de vue racinaire, causal, dans son histoire, sur le plan effectivement du trouble affectif, de cette dépendance affective, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi à un moment donné poser à la personne sa responsabilité d'une structure. D'accord. C'est-à-dire qu'un haut potentiel, c'est une structure, ce n'est pas quelque chose qu'on change, okay, c'est là, c'est structurel, qui sera là toute sa vie. C'est-à-dire que quand bien même elle ira guérir cette dépendance affective pour pouvoir passer en fait à un autre type relationnel qui soit plus sain pour elle, elle devra tout de même être vigilante tout au long de sa vie sur cette hyper-empathie et cette hyper-adaptation qui fait que malgré elle, son cerveau va se mettre en mode je m'adapte, d'accord, je fais le caméléon. Et ça, c'est important, OK? C'est ça qui fait que du coup, on a quelque chose de complet, en fait, dans l'accompagnement de soi et dans la compréhension de soi. C'est pas exclusif, en fait, c'est inclusif. et c'est toute cette histoire du faux self, hein, dont on a besoin de sortir et que l'on travaille dans le travail thérapeutique, dans l'accompagnement thérapeutique pour arriver Mmh. vraiment à être au plus près de soi, au plus près de qui on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut, de comment on avance, plutôt que d'être comme les autres voudraient que l'on soit ou comme nous pensons que les autres voudraient que l'on soit. Et c'est Ou vraiment là le même travail. ou même, comme on s'est idéalisé qu'il faudrait être soi. Parce que alors les Oui, HPI, ils sont très, très forts sur cette, tu vois, sur cette fameuse, hyper exigence, d'accord? Donc c'est et je aussi ça, sortir du fossé. c'est ça. Donc là, on était voilà, sur ces conséquences de l'hyper-empathie qui est quand même importante. Tout à l'heure, toi, Magali, tu as développé aussi des conséquences. Oui, pardon. Oui, mais dans le même sens, je vois une question d'Alain. Comment gérer les 3+1, les enfants HP et un parent HP, mais pas l'autre? Et donc, ça va aussi dans ce sens-là parce que j'ai envie de dire, ça m'amuse, mais c'est exactement ça. C'est comment on dit toujours que c'est difficile pour un caméléon de se retrouver dans une couverture écossaise.
hein. C'est un petit peu ça. Parce que quand les personnes ne sont pas les mêmes, quand il y a plusieurs personnes à copier, si on veut être vraiment dans l'adaptation et dans se fondre dans l'autre, bah, s'il y en a plusieurs qui ne sont pas pareils, c'est peut-être encore plus difficile. Alors là, effectivement, le 3+1, comme l'appelle Alain, c'est ben, un parent HPI, un enfant HPI et l'autre parent qui n'est pas HPI. Et ben ça se gère aussi parce que justement, tout l'intérêt, c'est d'apprendre à connaître le profil, à se connaître et le faire comprendre à l'autre tout en apprenant à comprendre l'autre, celui qui est ou qui n'est pas HPI. On a tous à se comprendre, ce n'est pas exclusif. Moi, je n'aime pas le discours de certains qui consistent à dire les HPI, il faut les comprendre, ils ne sont pas comme les autres, il faut les reconnaître. Oui, je suis complètement d'accord, c'est pour ça que j'œuvre. Mais il faut aussi leur apprendre à comprendre les autres et à créer des passerelles. Et les uns et les autres ont à apprendre les uns des autres. Hein. La différence, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste la différence entre nous, c'est la différence avec tout le monde. Donc, quand on a un parent qui n'est pas HPI, ben oui, forcément, il va devoir découvrir la singularité de ses enfants, de son conjoint, et faire avec ça et s'en amuser. Parce que quand on arrive à faire ce chemin-là, on s'en amuse. Hein. J'ai beaucoup d'exemples comme ça et c'est vraiment un chemin. C'est vraiment un chemin. Tout à fait. Mettre beaucoup d'humour. Voilà. Et du coup, pour reprendre aussi sur les conséquences, d'accord, qui ont été posées, une des conséquences du fonctionnement HPI qu'on voit souvent, c'est, et qui est assez notable, c'est la surinterprétation dans le domaine de la communication. Oui. À savoir que souvent, les personnes qui sont au potentiel intellectuel, de fait qu'ils ont une très bonne capacité de catégorisation et notamment de catégorisation perceptive, en fait, c'est des personnes qui vont capter tout le non-verbal. C'est-à-dire que dans la communication, seulement 10 à 30% de la communication est verbale. Tout le reste, c'est-à-dire le plus important, c'est du non-verbal. Les micro-expressions faciales, l'attitude du corps, la tonalité de la voix, tout ça, en fait, les échanges hormonaux, okay, tout ça, c'est hyper important. C'est la communication non-verbale. Et Oui. la majorité des HPI, sauf troubles associés peut-être qui justement empêchent cet encodage, je pense notamment peut-être au fonctionnement Asperger, mais là, je parle vraiment du fonctionnement HPI, vont avoir cette interprétation constante, c'est-à-dire que le cerveau va capter, enfin pas le cerveau, les sens vont capter en fait cette communication non verbale et le cerveau va tout le temps interpréter, travailler, traiter ces informations. Sauf que, comme tu l'as posé, un des biais des HPI, c'est de ne pas capter vraiment qui on est, du coup, de ne pas capter vraiment qui est l'autre. Et du coup, ils partent souvent du postulat que tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire que tout le monde a cette capacité de faire attention à la communication non verbale, ce qui n'est pas vrai. Et l'autre conséquence, c'est ce que j'expliquais, la surinterprétation. C'est-à-dire que là, il y a un profond travail qui va être à faire sur apprendre à communiquer, c'est-à-dire apprendre à dire à l'autre, ouh là là, je t'ai vu augmenter la voix, ou je t'ai vu avoir peut-être, je ne sais pas, à un moment donné, je sentis que tu n'étais pas bien, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Au lieu d'aller investir à l'autre cette question, tout simplement, eh bien, les HPI se font oh là là, alors attends, du coup, la personne elle est comme ça, mais peut-être que j'ai mal dit le truc, et puis si j'ai mal dit le truc, peut-être que tout à l'heure, en fait, j'ai mal expliqué, peut-être c'est de ma faute. Enfin, en fait, souvent, c'est de leur faute. Et à partir de ce postulat, ils vont développer 50 milliards d'hypothèses intérieures qui font que ça va générer et augmenter peut-être même un mal-être social, un stress social, une phobie aussi parfois sociale, une difficulté de se placer et surtout une surintellectualisation en fait de la relation à l'autre. Et ça, c'est vraiment une des conséquences notables de cette catégorisation en fait perceptive autour de la communication non verbale qui fait que, ok, il y a une hypersensibilité, mais il y a surtout ce truc peut-être de ne pas comprendre que tout le monde ne voit pas ça. Je donne juste un dernier exemple, puis après je te donne la parole, Magali, parce que je vois que ça fait l'effervescence, mais je pense à cet exemple là où j'ai une adolescente qui est HPI et fait hyper attention à toute cette communication non verbale. Et bon, alors c'est pas drôle malheureusement, hein, elle a fait une tentative de suicide. Et elle me disait, mais écoute Emmanuel, je comprends pas en fait. Pendant un mois, en fait, j'ai donné les signes que ça allait pas. Et personne n'a rien vu. Et ça a été difficile pour elle de comprendre qu'en fait, les signes qu'elle a donnés n'étaient pas des signes explicites, c'était des signes implicites. Et qu'en fait, la majorité des gens ont des filtres face à cette communication non verbale.
et que non, ils ne l'ont pas vu. Et ça, on le voit beaucoup, hein, Magali, dans les couples, quand on accompagne les couples. Des Ouais. personnes disent, «Oh, je ne comprends pas quand même, je t'ai montré que ça n'allait pas.» Et puis l'homme ou la femme, parfois, qui fait, «Oh, bah, non, enfin, non, franchement, je n'ai pas vu de différence.» Voilà, tout ça, c'est ce qui se vit dans le monde des hauts potentiels intellectuels et qui sont des conséquences notables. D'où l'importance de vraiment mettre au centre la communication, que ce soit dans les Exactement. couples, que ce soit entre amis, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit avec vos enfants. Il y a vraiment à mettre l'accent sur la communication parce que on garde pour soi. Hein, ça, c'est en Gestalt, on appelle ça la rétroflexion. On est des champions de la rétroflexion. Hein, c'est vous, je le garde pour moi plutôt que d'aller le poser là où il faut. Et en fait, ben, on n'en sort pas. On n'en sort pas parce qu'on fait le focus là-dessus et puis ça peut donner des périodes obsessionnelles, hein, où tout est là et on pense qu'à ça. Et oui, mais il m'a dit ça. C'est que et en fait, on ne va jamais poser les choses avec la personne concernée. On garde ça pour soi ou on le dit à des proches et c'est terrible. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement qu'on retrouve très, très, très souvent. Alors, on peut le retrouver chez d'autres que les HPI, bien sûr, hein, mais c'est vraiment typique de ce fonctionnement-là. Tout à fait. Et du coup, dans ces conséquences, toujours parce que c'est important de les évoquer, donc on l'a vu, hein, les conséquences de l'hyperempathie, les conséquences de cette capacité à capter la communication non verbale qui est importante, toutes les conséquences aussi que tu as évoquées, Magali. Ouais. L'autre conséquence que l'on voit souvent, tu l'as levé, c'est le syndrome de l'imposteur et et ça, peut-être que tu veux en toucher un mot? Oui, je vois juste, ces mots qui disaient: «Mais parfois les autres n'ont pas envie de comprendre et c'est compliqué dans la relation, même si soi-même on a envie». Alors effectivement, peut-être on va trop vite souvent en mode quand on dit: «Les autres n'ont pas envie de comprendre», on croit qu'ils n'ont pas envie de comprendre ou peut-être on s'y prend pas bien parce que pour nous ça va plus vite. Et peut-être là aussi, il faut essayer de déplier et apprendre à accueillir que pour les autres, il y a plusieurs étapes, là où pour nous, il y en a qu'une. Je ne sais pas si ça est clair, hein, mais je pense que bien souvent, on se dit que les autres ne peuvent pas comprendre ou n'ont pas envie de comprendre parce qu'ils sont dans leur système, effectivement, et peut-être que nous aussi, nous pouvons leur poser des questions pour savoir où ils sont, où ils se situent et pouvoir apprendre à leur livrer ce que nous vivons, nous, ce que ça nous fait vivre. Juste dire, «Mon ressenti, c'est ça peut ouvrir la communication, ça peut ouvrir la conversation et nous aider. Et Vas-y. aussi, je rajoute, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est hyper important parce que finalement, c'est en filigrane aussi dans la discussion. Ouais. Ne pas oublier, de revenir sur soi et de se rendre compte que tout le temps que l'on a mis Ouais. à intégrer la possibilité d'être au potentiel, tout le temps ensuite que l'on aura mis à comprendre qu'est-ce que c'est que ce haut potentiel, tout le temps que l'on aura mis à s'identifier, en fait, à ce haut potentiel. C'est énorme et souvent les HPI, oublient que les autres vont avoir cette même temporalité. Et une fois que c'est intégré chez eux, en fait, ils attendent que l'autre intègre aussi rapidement qu'eux, mais là, dans l'instant, en fait. Ils se disent: «Bah, voilà, en l'expliquant, un peu comme dans un exposé, hop, 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 super, ils vont intégrer.» Non, 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 il ne faut pas oublier ça. Il y a un temps d'intégration et du coup, il est le même aussi pour l'extérieur. Mmh. Oui, Ouais, j'ai envie d'ajouter, c'est accueillir et apprivoiser son sentiment de décalage. C'est-à-dire que, ouais, hein, dans les conséquences, vous l'avez compris et plusieurs d'entre vous le vivent probablement, on se sent en décalage, on se sent différent, mais en décalage. On a l'impression qu'on n'est pas au même endroit, qu'on n'a pas pris le même train, qu'on court derrière le train ou devant ou à côté. Hem, il y a très souvent, à différents moments des étapes de la vie, ce sentiment de décalage profond, de se dire que ben, on n'est pas vraiment connecté aux autres ou on essaie de s'y coller, mais en fait, on n'est pas vraiment là. Et je crois que c'est vraiment ça qui, au bout d'un certain temps, quand on travaille sur soi, devient une habitude, quelque chose de naturel qui fait que, bah oui, je suis différent, je suis différente, je suis décalée, ok. Et qu'est-ce que j'en fais de mon décalage? Je le reconnais, je l'accueille, je l'accepte. Et j'ai juste un temps, c'est un petit peu comme les appareils photo, vous savez, il y a un temps de focus, c'est ça, hein, le focus qui se fait là quand on prend c'est flou et puis il faut un temps pour que l'image devienne nette. Bah, j'ai un peu envie de prendre cette métaphore. C'est ça, je suis en train de regarder l'image, je vois que c'est flou, qu'on ne se comprend pas, il y a un truc, mais hop,
en une seconde, même pas, je me souviens que j'ai un fonctionnement qui est pas forcément comme les autres, que, je retiens pas ou que je ne comprends pas les choses de la même façon. Il faut que je m'ajuste et je vais chercher l'ajustement avec l'autre. Mais ça devient naturel et mon décalage, bah, ça devient un jeu et puis ça devient quelque chose de bien et puis même j'ai envie de le nourrir ce décalage. Parce que dans mon décalage, je peux apporter de la différence et je peux apporter de la nouveauté. Mmh. Ouais, super. Donc cette conséquence de différence, elle est importante et l'autre, peut-être on pourrait terminer là-dessus, mais l'autre conséquence qui est quand même notable, sur laquelle on insiste constamment avec Magali, c'est le décalage avec le corps. Ça, c'est une conséquence énorme chez les hauts potentiels intellectuels. Alors, bon, après ça, c'est mon hypothèse, mais il me semble que comme, à la fois, au niveau social, mais surtout au niveau développemental, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller dans le monde des concepts, d'aller dans le monde des idées parce que ça va vite, c'est rapide et ça n'a pas la même, ni la même temporalité, ni la même l'espace, en fait, que la matière, c'est-à-dire le corps et construire, faire, fabriquer, être à l'épreuve d'eux. Donc c'est clair qu'en fait, les HPI ont cette tendance à surdévelopper, ce mental. C'est d'ailleurs aussi une des conséquences de l'épuisement que tu as évoqué, hein, Magali, c'est-à-dire que d'être tout le temps là dans le mental qui veut toujours, qui fait toujours, et bien finalement on en oublie que notre énergie n'est pas inépuisable, comme la Terre d'ailleurs, hein, l'énergie n'est pas inépuisable. Donc du coup, on doit en prendre soin et ça les HPI ne savent pas faire ou très peu faire parce qu'ils se sont identifiés à ce monde des pensées et un des exercices que je fais faire à tous mes patients, adultes ou enfants, je leur fais dessiner un bonhomme, une petite bonne femme, et je leur dis où est-ce que vous vivez dans votre corps. Mmh. Et 98% me disent oh, ben là, tiens, c'est intéressant. Et 2% me rajoutent le ventre, peut-être parce qu'on a dit que c'était le deuxième cerveau qui avait des neurones, donc on se dit ah, tiens, c'est peut-être intelligent cet espace, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on a peu d'identification en fait à l'ensemble du corps. Et ça, c'est une conséquence hyper, hyper importante. Parce que le fait de ne pas être connecté à son corps fait que, on va avoir peut-être des troubles aussi qui peuvent se développer, d'accord? Comme, des troubles de dyspraxie, de dysgraphie, comme des problèmes avec le schéma corporel, comme une difficulté d'intégration aussi, peut-être de sa sexualité, de sa relation à l'autre. Ça, on le voit beaucoup, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'être ni un homme ni une femme, juste une âme, comme le pose la musique de Maître Chédid. Mmh. Mais pas que ça. Les conséquences, elles sont, en tout cas moi je le vois systématiquement, c'est le fait que cette dissociation fait que les gens ne savent pas gérer leur énergie. Alors, ça va quand on est jeune, ça va quand on a 20 ans, quand on en a 30, mais généralement, à 40, 35, 40, 50, c'est là qu'on voit poindre des burn-out chez les HPI. Il y a encore des burn-out qui n'ont pas la même coloration que les autres. Ça, je ne vais pas plus loin parce qu'on a dit qu'on ferait une conférence spécialement là-dessus. Mmh. Euh, Ça, c'est important. La dissociation avec le corps, le fait de ne pas se ressentir dans le corps et le fait de croire que le corps est comme une machine. Donc, c'est vraiment le HPI, pour moi, c'est le paradigme de Descartes à l'état pur. Je pense, donc je suis. Mmh mh, mmh. Pas le j'agis, donc je suis. J'ai un corps, donc je suis. On est vraiment loin de Spinoza pour l'instant. Mmh. Pourtant, ça va être toute une initiation importante pour le HPI que d'apprendre aussi à s'unifier, à vivre, à s'intégrer dans le corps, à être là dans l'ici et maintenant, et là aussi dans l'espace relationnel. Parce que tu parlais de différence, Magali, Mmh. mais en fait, on peut aussi retrouver quelque chose qui est moins clivé si on retourne dans le corps, si on retourne dans le vivant, parce qu'on peut se mettre en lien Mmh. avec le vivant, Oui. les humains et les autres humains aussi. C'est vraiment au cœur de nos consultations, hein. Je sais Ouais. qu'Emmanuel travaille là-dessus aussi et bien souvent, les HPI sont vraiment, des pros de l'élaboration, mentale, ils vont, parler, 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 parler et quand on les renvoie d'un coup comme ça au corps, là où ils ne s'y attendent pas forcément, il se passe quelque chose et très souvent c'est assez puissant. Parce que, bien évidemment, c'est facile de rester dans la tête et de se couper et si j'arrive à faire ce travail-là dans le travail personnel, dans le travail thérapeutique, d'arriver à vraiment sentir, mon corps, alors je vais, forcément ressentir les choses autrement et tout cet émotionnel va être au service du développement. Bah, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant aussi,
pousser toutes ces personnes à avoir une activité physique régulière, ça c'est indispensable, être vraiment rigoureux dans la gestion de leur temps et de leur corps. Et je dis le temps volontairement parce que ça fait partie des aspects, on n'a pas le temps de tout voir ce soir, mais une autre fois, il y aura probablement un sujet autour du temps parce que c'est aussi quelque chose de difficile pour eux. Ce sont des champions de la procrastination, hein, notamment, donc on pourra y revenir dans d'autres conférences. Donc, il y a vraiment quelque chose à gérer autour de tout ça et le corps a une place capitale pour permettre la rigueur, la structure et vraiment arriver à quelque chose de différent parce qu'ils sont capables de se mettre dans une tâche à un moment donné et oublier de manger et oublier de boire et oublier toute autre chose tant qu'ils ne sont pas allés au bout de leur objectif. Et ça, c'est connu, hein. Je pense que plusieurs d'entre vous ont cette référence-là, ont peut-être vécu ça. Il y a cette capacité à se couper vraiment du corps. Et là où le corps vient donner des signaux, bien souvent, il y a des réponses. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Mais en tout cas, c'est pas inné chez les HPI. Ouais, tout à fait. Et on peut Donc, peut-être ajouter quelque chose autour du syndrome de l'imposteur, puisque quelqu'un en parlait aussi, je crois, tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Marc ou Alain qui parlait de ce syndrome de l'imposteur. Effectivement, ça fait partie des conséquences. On pourrait imaginer, quand on parle des hauts potentiels, qu'ils sont tous bénis des dieux, hein, puisqu'ils ont toutes ces capacités, bien sûr, tout va bien. Alors qu'en fait, eh bien, non, ils ont d'autres difficultés. Je suis en train de regarder, ils ont d'autres difficultés parce qu'ils n'ont pas une grande confiance en eux, bien souvent une estime de soi qui a besoin d'être restaurée. Alors qu'on pourrait penser qu'ils sont sûrs d'eux parce qu'ils ont des aptitudes, eh bien eux pensent toujours que les autres sont meilleurs qu'eux et ils cultivent ce syndrome de l'imposteur. Ça s'agite dans le chat ou pas? Non, la gestion du temps, s'oublier complètement et la procrastination empoisonne la vie à un point, oui, tout à fait. Oui, oui, travailler dans l'urgence, voilà, c'est ça. Donc il y a énormément de choses qui découlent de toutes ces caractéristiques que l'on dit. On ne peut pas tout voir ce soir, bien évidemment, mais si vous avez des questions ou des envies, on pourra développer un sujet ou un autre dans une prochaine conférence. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur, il colle à la peau des HPI, pas que des HPI, mais bien souvent des HPI, et ça peut empoisonner la vie, bien sûr. finalement, ce qui va relier tout ça, dans le travail sur les conséquences, c'est, un travail profond de réidentification, de réappropriation, OK? De changement, hein. Je disais au tout début, je crois, dans la discussion, des difficultés face au changement. Donc oui, c'est accueillir les changements qu'il va y avoir et c'est un véritable travail d'unification. Voilà. Il y a vraiment tout ce cheminement, c'est-à-dire que toutes ces conséquences qu'on vient poser. Ce qui est important de comprendre, c'est que les conséquences, elles sont bien sûr multiples, elles viennent de notre histoire, elles viennent de nos traumas aussi parfois, de nos blessures, ce qui est normal, des failles que ça a générées. Elles viennent de nos spécificités cognitives, en l'occurrence, le haut potentiel et peut-être même des troubles associés, d'accord? Qu'on n'a pas développé ici, mais qu'on développera une prochaine fois. Heu et l'objectif, ça va être de se réidentifier. Parce que on parlait du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est finalement ne pas s'identifier à son fonctionnement et le jour où on s'identifie, le jour où on s'approprie, en fait, complètement, on intègre, en fait, ce fonctionnement de haut potentiel avec à la fois ses différences, ses aspects agréables, positifs et en même temps, les aspects négatifs qui nous ont fait aussi dériver dans notre vie, hein, comme on l'expliquait tout à l'heure avec, cet effet caméléon. Eh bien, c'est ce qui va nous rendre plus vigilants, plus intègres, plus unifiés, en fait, dans notre vie et qui va nous permettre, de vivre, en tout cas, le mieux possible avec soi-même et avec son environnement. C'est là l'objectif, OK? Dans cette quête de soi. Heu, voilà. Donc en fait, je crois qu'on a dit plein de choses sur ces Oui, conséquences et peut-être on va prendre le temps de, si ça vous va, de répondre, un peu à vos questions parce qu'il y a pas mal de choses dans le chat, on a déjà répondu, mais on peut peut-être, répondre à quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à prendre la parole ou à le poser dans le chat tout simplement. mmh.
pendant que vous réagissez, j'ai envie de poser une forme de conclusion. On va peut-être pas conclure tout de suite, mais par rapport à ce qu'on a évoqué ce soir, on avait envie de donner quelques éléments sur effectivement comment on se vit quand on est adulte à haut potentiel ou qu'on imagine qu'on peut être adulte à haut potentiel. Et j'ai envie de poser le pourquoi on regarde ça et quel est l'intérêt. Eh ben, bien sûr, l'idée c'est de travailler sur soi, hein. On le dit toujours, mais on le dira toujours. Et ça ne concerne pas que les hauts potentiels, que les hypersensibles, que les neurotypiques ou neuroatypiques. Tout le monde est concerné par le travail sur soi. Je pense que pour avancer dans la vie, prendre sa place et s'épanouir, il est important de travailler sur soi et de savoir qui l'on est. Mais quand on a en plus un filtre que d'autres n'ont pas, bah, il est préférable de le connaître. Et les HPI, on sait qu'ils sont dans le trop tout, hein. Ils prennent trop de temps, ils vont trop vite, ils en savent trop, ou ils en disent trop, ou ils sont trop empathiques, ils sont toujours dans le trop et ça leur joue des tours, bien sûr. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui on est, comment on fonctionne. Ça ne veut pas dire arrêter d'être comme ça veut juste dire driver, avoir un tableau de bord en quelque sorte à l'intérieur et se dire, bon, ok, je sais que je suis comme ça, mais parfois je peux accélérer, parfois je peux ralentir, je peux m'ajuster. Si j'ai besoin de mettre la lumière, je la mets. Si j'ai besoin de mettre le clignot, je le mets. Mais je vais gérer mon potentiel qui est là, je vais en faire quelque chose sans culpabilité, sans me dire que je ne suis pas comme les autres et que je n'ai pas le droit, mais arriver à trouver quelle est ma place, quelle est mon envie. Et ça, je ne pourrai le faire que si je vais chercher vraiment à l'intérieur de moi ce qui est mon sens, ce qui est mon essentiel. Et je peux avoir plein de sens et plein d'essentiels tout au long de ma vie, mais ce qui compte, c'est qu'à chaque phase de vie, je sois vraiment en phase avec ce que je fais, avec ce que j'ai envie de faire. Quand on regarde le parcours de la plupart d'entre vous, de la plupart des personnes que l'on accompagne et qui ont ce profil, on voit bien comment c'est varié, comment c'est divers, et tant mieux. Mais il y en a certains qui le vivent mal, qui se disent: «Ah, je ne vais pas présenter mon CV parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça». Mais au contraire, comment le valoriser? Comment montrer que, eh ben oui, je suis comme ça. Donc la vraie question en étant adulte à haut potentiel, c'est de se dire: qu'est-ce que j'en fais? Comment je le vis? Est-ce que je le garde pour moi, je l'étudie, je l'apprends, j'en fais quelque chose? Est-ce que j'en fais une force parce que je sais que je peux m'appuyer sur certaines choses? Est-ce que je fais mon coming out parce que c'est important pour moi de le dire? Est-ce que je vais m'en servir pour aider les autres? Est-ce que je vais en faire mon métier? Est-ce que je vais l'utiliser parce que, ben, en termes de management ou de relation avec les autres, eh ben, ça va m'aider? Au lieu de me dire que c'est un frein, ben, je vais peut-être en faire quelque chose. En tout cas, on peut tout transformer. L'idée, c'est de se l'approprier pour à un moment donné pouvoir l'oublier et ça devienne une partie de nous, point barre. Il y a des gens qui sont droitiers, ils vont pas vont pas réfléchir tous les jours: «Ah bah oui, je le fais comme ça parce que je suis droitier». Je suis gaucher, ah bah oui, je le fais comme ça parce que je suis gaucher. Non, ils sont droitiers, ils sont gauchers, ils font les choses comme elles sont et comme ils s'adaptent. Et ben, c'est un petit peu ça aussi, c'est se dire à un moment donné: «Oui, ça fait partie de moi, c'est mon profil, je suis comme ça. Et bien, je me suis ajustée et je suis là dans le monde et je me donne au monde avec ça et peut-être que même, ma différence, je peux la mettre au service des autres et ma créativité, elle va aider et je peux justement nourrir le monde à différents endroits avec ça. Voilà. Mmh. Super. Mmh. J'ai un petit peu lu dans la discussion, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai observé que finalement on a répondu à pas mal de questions. Il y a eu des belles réactions, donc que ce soit sur, le dépistage finalement des hauts potentiels, que ce soit, sur ce dont tu parlais Magali au niveau du couple, un petit peu au niveau du faux self, les différentes conséquences. Hem, Au niveau des réactions, donc je vois une question: «Est-ce que le burn-out est souvent lié à l'identification de la douance?» Je ne suis pas sûre qu'on puisse poser de cette manière-là la question. Hem, voilà. Parce que, en fait, le burn-out va s'exprimer quand même assez différemment, chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, dans le sens où, quand on observe dans la littérature et qu'on regarde les données qui sont faites au niveau clinique sur ce qu'est le burn-out, on se rend compte que le burn-out, c'est un vrai épuisement, c'est la maladie de la transformation, c'est un épuisement total. Donc généralement, les personnes se retrouvent quand même alitées, parce qu'elles n'ont pas écouté leur corps
Et les hauts potentiels intellectuels, et là je pense notamment surtout les femmes à haut potentiel intellectuel, sont dans cette capacité assez stupéfiante, mais du coup qui empêche les professionnels de la santé de le voir, et surtout à l'entourage, sont quand même capables de continuer à tenir leur métier, à être mère, à tenir la maison, à tenir leur couple et leurs relations sociales, tout en étant épuisées, comme une personne qui finalement est au creux du burn-out. Donc, je ne suis pas sûre que le burn-out amène à l'identification des hauts potentiels. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est important de comprendre le haut potentiel quand on fait un burn-out pour pouvoir être accompagné correctement et pour éviter ce qu'on ne voit que trop chez les HPI, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des mini burn-out, où on a la petite clé, on dit ah ça y est, c'est bon, ça va mieux, et en fait on se négocie avec soi-même sans jamais se transformer. Et là, généralement, le clash il fait mal, c'est-à-dire que quand le vrai burn-out arrive, voilà, on s'en relève quand même assez difficilement. Donc c'est pas voilà, je pense que la question elle est peut-être à poser autrement, comme c'était posé, voilà, Mmh. dans le chat. Je Vous dirais que oui, tu en reparleras, quand on évoquera le burn-out, mais les HPI sont toujours à la limite du burn-out ou font plusieurs petits burn-out. C'est quelque chose qu'on répétera, hein. On est toujours sur la ligne rouge et ça aussi, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à gérer quand on a tendance à être dans la suractivité comme ça. ouais, tout à fait. Je vois Maud qui disait: «Difficile aussi de la prendre tard, de se dire que du temps a été perdu et du mal justement à se réidentifier aujourd'hui». Oui, 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 c'est ça l'une des particularités justement de l'adulte à haut potentiel, c'est que bien souvent, il y a des personnes qui l'apprennent tard, voire très tard. Bon, j'ai des personnes qui l'ont appris très, très tard. Hem Il ne faut pas tomber dans ce regret-là, se dire que, ben, ma vie, elle s'est faite comme ça et que de toute façon, on a utilisé son potentiel sans le savoir d'une certaine façon. Mais que effectivement, ça aurait pu nous éviter un certain nombre de souffrances, que ça aurait pu nous permettre peut-être un peu plus d'audace. Mais il n'est jamais trop tard pour en faire quelque chose et pour bien faire. Je pense que c'est une façon de mieux relire sa vie, même quand on l'apprend tard. Moi, ça a été mon cas, hein. Hem, je pense que, ça permet de mettre du sens. Moi, chaque fois, je dis, pour moi, ça a été une clé de voûte. Vraiment comme si j'avais tous les éléments de ma vie, de mon parcours et que cet élément-là est venu renforcer ma compréhension de tout ce que j'avais traversé, de tous mes actes, de toutes, les expériences que j'ai pu faire, de la façon dont j'ai réagi dans mes différentes périodes de vie. Et je me dis, ben, c'est bien de l'apprendre parce que certains terminent leur vie sans le savoir. Le fait de le découvrir, c'est bien parce que ça nous permet de comprendre comment on a parcouru tout ça et de se dire, bah, qu'est-ce que j'en garde aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire de différent, qu'est-ce que je vais agir de différent. En général, ça actionne très fort le levier de la confiance en soi pour beaucoup et ça permet d'aller davantage dans l'audace, le courage d'être et la réalisation de ses rêves. Bien souvent, c'est ce que je vois. Il y a des personnes qui, d'un coup, se révèlent avec des choses qu'elles avaient en elles et qu'elles n'osaient pas parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas en mesure d'eux et que cet élément-là va les renforcer. Donc, oui, c'est vrai, il y a souvent cette période, c'est un sas en fait, entre le moment où on le découvre, où on l'apprend, où on a la confirmation et où on prend le temps de se l'approprier. Il y a un temps de négociation entre soi-même et soi-même qui tourne autour de et si je l'avais su, mais quel regret, mais qu'est-ce que c'est dommage. Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait ça. Dans telle situation, j'aurais fait ça. J'aurais pu oser aller vers cette rencontre parce que je me sentais pas à la hauteur alors qu'en fait je l'étais. J'aurais pu oser me lancer dans ces études-là, mais j'ai pensé que j'étais pas à la hauteur. J'entends des choses comme ça, hein. J'aurais pu. Bah oui, mais j'ai fait autre chose. Et alors? Et alors, avec mon intuition, avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même réalisé des choses à partir de qui je suis et de ce que je sais. Bah, aujourd'hui, je le sais, tant mieux, je vais en faire encore plus. Il n'est jamais trop tard. Ouais, tout à fait. J'ai envie d'ajouter aussi derrière, c'est aussi lâcher un fantasme à travers ce qui est posé, «Si je l'avais su plus jeune, j'aurais fait autrement». Ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que quand on part de ce postulat, c'est qu'on part d'un fantasme de croire que parce qu'on l'a appris jeune, du coup, on va réussir sa vie. Et là, pour le coup, je peux être aussi la témoin, comme Magali également, hein, que, quand bien même on l'a appris jeune,
Ça dépend le contexte familial. Est-ce qu'il a été soutenant et étayant? Est-ce qu'il sait vraiment, en fait, ce que c'est un haut potentiel intellectuel? Et souvent, c'est pas tout à fait le cas. Donc du coup, il y a plein de personnes qui le savent jeunes, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est, en fait, être HPI, qui vont devoir aussi le retrouver, le réapproprier parce que l'apprendre à 7 ans, bah, on capte, 2-3 choses, mais on ne comprend pas, en fait, vraiment les subtilités et donc du coup, la personne va des fois se le réapproprier plus tard. Donc il faut en fait aussi, lâcher ce fantasme de croire que parce qu'on le sait jeune, on va pouvoir réussir sa vie. C'est pas, c'est pas une condition sine qua non en fait, ça a rien à voir avec ça et du coup, c'est ce qui permet aussi de le reprendre là, ici et maintenant, comme, tu le posais Magali, avec le fait d'accueillir aussi cette notion de regret. Si c'est là, il y a pas de souci, ça veut dire aussi que, ben, il va falloir apprendre à faire un deuil, de l'idéalisation. Parce que ça, c'est aussi, une des conséquences fortes chez les HPI, c'est, d'être toujours dans une représentation idéale, dans une vie fantasmatique parallèle qui n'est pas là. En fait, on fantasme sa vie, on se fantasme soi-même, on fantasme l'autre, on fantasme le couple, on fantasme ses enfants et en fait, on est très peu dans l'ici et maintenant et dans l'accueil de la réalité. Donc, il y a aussi tout ce travail, hein, qui est fort chez les HPI. Mmh. Et je vous invite surtout à aller voir, quand vous êtes comme ça, comme le souligne Maud et je suis sûre que ça parle à plusieurs d'entre vous. Je vous invite à aller voir dans ce que vous avez réalisé et malgré le fait de ne pas l'avoir su, plus tôt, ce que vous avez réalisé dans vos vies grâce à ces aptitudes-là que vous avez de toute façon, que qu'on y mette un nom, qu'on le sache ou pas, vous avez des aptitudes que vous avez développées. Donc peut-être vous pouvez, en faire quelque chose de positif en regardant, bah tiens, finalement, sans le savoir, je me suis bien accrochée aux branches, j'ai bien trouvé les personnes ressources qu'il me fallait, j'ai bien trouvé les peut-être que j'aurais pu, à un moment faire autrement, mais en général, quand je regarde le parcours comme ça, chacun va voir ce qu'il a pu, générer, ce qu'il a pu provoquer dans sa vie de par ce fonctionnement cognitif et comment, il a créé son parcours et il a trouvé les appuis qu'il lui fallait. Hem, Personnellement, vous voyez, je suis allée vers la gestalt et je n'avais jamais imaginé pourquoi j'avais choisi cet élément-là. Alors, il n'y a pas que la gestalt au monde et il y a d'autres courants qui sont très, très bien. Mais honnêtement, par rapport à moi, par rapport à ma façon de fonctionner, je pense que ça m'a sauvée. Je pense que j'étais vraiment dans différentes périodes, à la limite de la dépression peut-être et que, le fait d'avoir trouvé cette gestalt qui tient compte de tout, du mental, du corps et des émotions. Moi, je bloquais mes émotions d'une façon, vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça m'a aidée et j'aurais très bien pu passer à côté de la gestalt. Pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'autre chose? Bah, c'est mon intuition qui m'a guidée, c'est tous mes sens qui étaient en éveil et ma capacité à penser qui a fait que j'ai senti que c'était là qu'il fallait que j'aille. Et c'est vraiment quelque chose dont je me félicite parce que ça m'a été bénéfique et je sais aujourd'hui combien c'est bénéfique pour ces profils-là. Encore une fois, il y a d'autres courants, mais en tout cas, j'en mesure aujourd'hui l'intérêt doublement. Voilà. Euh, Et et, puis tu vois, vas-y. dans cette notion de regret, il y a aussi le fait, que c'est tout le travail généralement qu'on fait quand on l'apprend tard. Alors sur le coup, peut-être que c'est un peu inconfortable, mais généralement après coup, en tout cas moi, c'est systématique. Heu, Tous mes patients après me disent: «Waouh, en fait finalement vous aviez raison Emmanuel, je suis content ou contente de l'avoir appris maintenant à l'âge que j'ai». Parce qu'avant, finalement, j'aurais peut-être pas, pris autant toutes les subtilités de ce fonctionnement. Je les aurais pas intégrées avec autant de conscience que ce que je fais maintenant et ça, c'est aussi l'avantage de l'âge, il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important, voilà. Je vais vous donner une anecdote toute mignonne qui a rien à voir, d'accord? Mais moi, je sais que très sincèrement, quand j'ai appris, le piano tard, OK, et ben, j'ai remercié de l'avoir appris hyper tard parce que quand, j'avais 14 ou 15 ans, j'aurais été une sale gosse. J'aurais fait exactement la même chose que j'ai fait avec ma prof de piano la première année, c'est-à-dire je n'apprenais pas les notes. En fait, je trichais, enfin, c'était pas de la triche, mais mon cerveau pouvait pas faire exprès. Il faisait simplement la prosodie et trouvait pouf pouf les touches et en fait, à la fin de l'année, j'aurais pu ne pas connaître les notes, mais comme je me connais, j'ai averti ma prof en lui disant: «Obligez-moi à réciter les notes en même temps que je fais, parce que sinon, je suis dans la capacité de ne pas l'apprendre». Ben voilà, ça, c'est aussi savoir se connaître et quand on est, ben, plus âgé, finalement, on est dans cette capacité, en fait, de savoir. Ouais, Et et je vais donc rebondir sur ton exemple, je trouve tout à fait à propos. Moi aussi, le piano, c'est quelque chose que j'ai appris tard.
Quand j'étais ado, j'ai appris, mais c'était très rigoureux. J'ai fait 1 an ou 2 de piano, mais le solfège tel qu'on me l'enseignait, c'était juste pas possible pour moi avec mon cerveau, fallait que je joue et c'était trop, trop rigoureux, j'ai laissé tomber et je me suis remise à apprendre le piano à presque 50 ans et là, eh ben, je me suis régalée, c'est quelque chose que je sens, c'est quelque chose que je peux faire, il y a une intuition et tout comme Emmanuel, avec ma mémoire et ma facilité à apprendre, à retenir les choses, bah, je faisais comme si je pigeais au niveau des partitions, mais moi j'apprenais tout par cœur et une fois que je savais par cœur, et ben voilà. Et je suis tombée sur un prof formidable qui m'a dit: «Mais et alors? Qu'est-ce que ça peut faire Magali? Tu apprends comme tu veux. L'idéal, c'est que tu te fasses plaisir. Tu apprends d'une façon ou d'une autre. Si c'est ta différence à toi, tu fais comme ça. Et là, ça m'a aidée parce que c'était en même temps que je faisais ce cheminement de m'approprier mon profil. Je me suis dit, bah oui, après tout, c'est pas parce que les autres, ils apprennent une méthode, il faut apprendre la musique, etc. Alors, je suis capable de lire la partition, mais j'ai fait le choix d'apprendre autrement, avec mon oreille qui me soutient mieux. Et même si j'apprends pas à lire couramment, je sais déchiffrer, je sais apprendre un truc et je me fais plaisir. Et alors? Donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est accueillir notre différence et en faire ce qu'on a envie d'en faire. Et pas forcément rentrer dans un carcan, mais se dire, ben voilà, j'apprends comme j'apprends, mais aujourd'hui, je sais que c'est mon fonctionnement et je le fais sans culpabilité. Mmh. Merci pour l'exemple. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Euh, Je vois, je sais pas Magali, hein, c'est toi la maîtresse du temps, mais moi j'ai la sensation que ça fait, une énorme heure qu'on est là Peut-être et vous avez des questions pour ouais. passer à la fin, à la conclusion ou des choses à dire. Il y a peut-être des choses il y a une chose que je voulais ajouter dans notre réflexion là, c'est, heu, il n'y a pas que des HPI qui souffrent. Je le dis à chaque fois parce qu'on a tendance à regarder, le côté noir du tableau parfois, mais pas que. Dans les HPI, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont HPI et qui ont évolué dans la vie parce qu'ils ont trouvé les bons appuis, ils ne se sont pas posés de questions et tout va bien. Puis un jour, peut-être, ils découvrent qu'ils le sont, mais ça ne change rien à leur vie. Il y a ceux qui, par contre, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à trouver leur place, à trouver du sens, ils n'arrivent pas à réaliser, ils ont bien souvent, ce que j'entends, c'est ce sentiment que ça boue à l'intérieur, qu'ils ont des choses à exprimer, qu'ils ont des choses dans lesquelles ils aimeraient vraiment s'épanouir, mais ça vient pas, ça sort pas, ils n'y arrivent pas. Et ceux-là, bah, bien souvent, si ça dure, ben, à un moment donné, ça peut être dramatique et ils peuvent s'enfermer dans des pathologies, ils peuvent s'enfermer dans des vécus très difficiles. Et puis, il y a ceux qui sont entre deux, qui euh, savent ou ne savent pas, mais en tout cas qui se débrouillent pour avancer dans leur vie, qui arrivent à avoir un équilibre de vie avec parfois cet ascenseur émotionnel comme tous, hein, qui monte et qui descend, mais parfois il y a des choses qui réussissent, d'autres qui réussissent moins, il y a quelques frustrations, il y a quelques réussites, il y a quelques victoires, mais ils arrivent quand même, tant bien que mal, à s'épanouir dans leur vie et à faire des choses qu'ils aiment et à être sur un degré de satisfaction plutôt positif. Donc voilà, je ne voudrais pas que vous repartiez avec l'idée que waouh, quand on est HPI, c'est pas facile. Ben non, être HPI, c'est pas facile quand on s'en occupe pas et quand on le sait pas. Mais quand on le sait et qu'on s'en occupe, je vous garantis, j'ai eu encore dernièrement, et je les remercie, il y en a certains qui sont là, j'ai eu des personnes qui ont réalisé des choses mais extraordinaires ces derniers mois et je suis tellement heureuse de les voir évoluer comme ça, de se permettre de s'affirmer, d'oser des choses qu'ils n'ont pas osées et de réussir des choses incroyables qu'eux-mêmes ne croyaient pas arriver à atteindre. Bah, je trouve ça formidable, quoi. Et bah, c'est pour ça qu'on œuvre, Emmanuel et moi, et d'autres encore, comme nous, qui veulent soutenir cette cause-là, si on peut appeler ça une cause, en tout cas ces profils-là. Donc ça vaut le coup de s'en occuper, ça vaut le coup de s'interroger, parce qu'au fur et à mesure de son Mmh. travail, quand on a le bon filtre, ben, on voit où on est. Bon, je reprends la métaphore dont on parle souvent, hein, c'est Jeanne Thiaud-Fachin qui l'utilisait. Si vous allez visiter Lyon avec un plan de Paris dans les mains, vous pourrez chercher la Tour Eiffel, vous ne la trouverez jamais, hein. Donc il faut le bon plan au bon endroit. Donc il vous faut le bon filtre, la bonne notice, le bon mode d'emploi. Ouais, tout à fait. Voilà. Super. Bon, eh bien, je vois au niveau des questions, en tout cas, je vois des remerciements. Merci aussi Ouais, à vous parce que pour nous, merci à je vous. pense que vous l'avez tous vu, c'est un régal de pouvoir vous donner ou pas, en tout cas d'échanger avec vous et d'essayer de donner le maximum que l'on peut.
Euh, Merci pour vos remerciements et s'il y a des thèmes que vous avez envie que l'on aborde plus particulièrement, dites-le puisque la prochaine fois, on reviendra. Tu as la date en tête, Emmanuel? Tu ne me rappelles plus? oui, alors, non, enfin, non, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai juste mon agenda à côté, donc du coup, je vais pouvoir le poser. Sous les yeux. On revient le lundi 7 février pour Oui, une conférence tout public autour des différents accompagnements thérapeutiques possibles pour les personnes à haut potentiel intellectuel, donc avec une réflexion autour de voilà, des différents types d'accompagnement. On a une conférence la semaine prochaine, mais qui est réservée aux accompagnants, oui, aux professionnels de l'accompagnement. voilà. Et donc, ça, voilà, le lundi 7 février, c'est une date pour tout public. Et puis, de toute manière, on a dit qu'on en ferait une par mois. Voilà. Donc, on a esquissé un petit profil au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous suivre. On mettra ces différentes Ouais. communications autour des différentes conférences. On anime des conférences aussi pour la FEP. Moi, j'en ai une, je ne sais plus, c'est la semaine prochaine, non, dans 10 jours, Dans le 10 jours, ouais. 28, hein, c'est ça? Mmh. Je ne me rappelle plus. Le 28, c'est un vendredi. Le 28, j'anime une conférence pour la FEP sur le thème du milieu professionnel, donc le HPI dans le milieu professionnel. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre notre actualité sur nos réseaux. Moi, vous pouvez vous connecter à ma page Facebook ou à mon profil Facebook pour avoir les informations de tout ce qu'on fait. Bon, Emmanuel, si vous avez besoin de passer des tests, c'est à elle que vous pouvez vous adresser. Elle fait de l'accompagnement aussi individuel. Vous pouvez la suivre aussi pour le sommet qu'elle est en train de préparer, qui aura lieu au mois de Avril-mai. avril-mai, voilà. Moi, eh bien, je fais de l'accompagnement individuel aussi, mais je développe surtout maintenant des groupes en ligne que vous pouvez suivre aussi. Donc, pour toutes les informations, vous pouvez regarder soit sur nos réseaux. Alors, le groupe, j'en ai pas trop parlé en public, mais bon, vous pouvez me demander en MP ou par mail, je vous envoie les infos. Qu'est-ce qu'on a comme autre actualité? Les conférences, je ne sais plus lesquelles tu as à la FEP. Il y a des groupes d'échange aussi. Enfin, voilà, si vous voulez nous suivre, eh ben nous, on a plaisir à partager tout ça. Et puis, on se prépare à notre session de mars pour les professionnels de l'accompagnement et les professionnels de santé que nous allons former à nouveau pour une nouvelle cohorte pour les aider à mieux vous accompagner parce que quand on a affaire à des professionnels qui ne connaissent pas le profil, on sait très bien que ça pose problème et qu'ils ne comprennent pas tout. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, de nous avoir suivis. Merci pour vos questions, pour vos implications, pour vos mots, pour vos soutiens. Ça a vraiment été un plaisir et puis, ben, je crois qu'on peut se dire au revoir et puis à bientôt, à Ouais, dans on un est mois, peut-être vraiment lundi 7 ravis. pour certains. Ravis de vous avoir accueillis et bah, à bientôt, on l'espère. Et puis, passez une bonne nuit, une Mmh. bonne soirée. Et puis, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. On aura vraiment plaisir toujours à y répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, on a toujours du mal à se séparer, Voilà, donc ça du fait coup, on fait partie des toujours durer. conséquences aussi. Mmh. Mais je vois que tout le monde est parti pour aller faire un beau dodo. Donc, passez une belle nuit et voilà, vous nous retrouverez. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Ouais, on vous remercie. On a encore passé un très bon moment et on va garder cet enregistrement pour le mettre sur les réseaux aussi et le partager. Et si vous connaissez des gens que ça intéresse, on peut vous faire passer les liens aussi. Un grand merci à vous, une très belle nuit et hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.